Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief à la fois du contre-la-montre par équipe mixte et aussi du débrief des deux contre-la-montre juniors d'hier qu'on n'a pas pu faire parce que j'ai eu des petits problèmes d'organisation, hein, tout simplement. Voilà, je devais être disponible et puis j'étais pas disponible après coup, donc pour enregistrer les vidéos. Et on reviendra sur le contre-la-montre par équipe mixte qui s'est déroulé aujourd'hui. Donc on va commencer par le contre-la-montre par équipe mixte et puis on passera ensuite aux courses juniors. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, qui a été performant, qui a été plus en difficulté sur ces différents contre-la-montre. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui vous a plu, qui vous a déçu dans ces différentes courses. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, c'est dans les commentaires. Vous pouvez également, et ça c'est une bonne chose, booster les vidéos. Et ça c'est gratuit sur mobile 3 fois par semaine. Et puis vous pouvez également cliquer rapidement en utilisant la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. On commence tout de suite donc avec la vidéo du jour et le contre-la-montre par équipe mixte. On rappelle cette épreuve inscrite au championnat du monde depuis 2019. 3 hommes, 3 femmes qui font un contre-la-montre. Dans un premier temps les hommes. On prend le temps du deuxième qui va en fait passer une sorte de relais virtuel aux filles et le temps final sera donné aux filles. Alors cette année c'était hommes et filles, il y a eu des années où c'était filles qui démarraient, puis les garçons qui terminaient. Là ça fait depuis 2 ans où ce sont les filles qui terminent ce contre-la-montre. Alors toujours dommageable hein, qu'on ait que 15 équipes au départ et surtout que des grosses nations qui ont les moyens d'emmener des équipes ne soient pas là. Je pense notamment à la Belgique, je pense aux Pays-Bas, qui pourtant ont emmené des concurrents individuels sur les contre-la-montre, donc qui avaient les moyens de former une équipe de 3. Je suis désolé, je ne comprends pas. Je pense que dans les années à venir, il faudra peut-être obliger, si on veut participer aux épreuves individuelles élites, à avoir une équipe pour l'épreuve par équipe. C'est-à-dire obligé, si on veut s'engager en individuel élite homme ou en individuel élite dame, d'avoir une équipe pour l'épreuve du mercredi, parce que c'est vrai que là, on n'a ni les États-Unis, ni le Canada, ni la Belgique, ni les Pays-Bas, par exemple, ni l'Afrique du Sud, qui n'est pas présent, alors qu'ils avaient les moyens, encore une fois, de monter une équipe, qui on n'a pas non plus, le Danemark, mais qui n'était pas présent, la Grande-Bretagne, par exemple, ne vient pas. Le Portugal, bon, on n'avait déjà pas emmené de monde sur les chronos individuels. Hein. Le Portugal était absent des chronos individuels, mais c'est quand même, je trouve, assez triste que des formations ne fassent pas l'effort en se disant on fera l'effort que si on peut gagner. C'est un petit peu dommageable. Du côté de la Belgique, il dit une bêtise. Ils étaient présents, mais par contre, pas de Remco Evenepoel du côté de la Belgique. Là aussi, c'est pas normal à ce niveau-là de compétition. Donc, un peu triste, voilà, qu'on ait du mal à attirer autant les meilleurs coureurs du contre-la-montre sur cette épreuve-là, alors qu'on avait vraiment les moyens pour le faire. Donc il faudra peut-être forcer la main dans les années à venir. Du côté des équipes africaines, par contre, on était venu, notamment le Bénin, qui donc a pris le 15e temps, 34 de moyenne quand même, hein, du côté du Bénin, sur cette épreuve, dans un exercice, je pense, qu'on n'avait pas souvent fait, avec des filles qui avaient des vélos traditionnels, les garçons avaient un équipement contre la montre, ce qui n'était pas le cas des filles, donc forcément c'est un petit peu compliqué dans ce genre de cas. 14e l'Ouganda, l'Ouganda qui a été très performant sur le relais des garçons. Le relais homme qui a même fini, je crois, en reprenant le Rwanda, hein, qui était parti devant. Par contre, sur le relais féminin, ça a été beaucoup plus compliqué pour l'Ouganda, mais très très bon relais homme, où vraiment je crois que c'était le meilleur temps des pays africains sur le relais homme, donc vraiment très très bien. Le Centre international du cyclisme, c'est vrai que c'est toujours un petit peu la particularité de ces championnats du monde par équipe. On a toujours une équipe du Centre international du cyclisme qui réunit donc des concurrents de différentes nations. Et là, je dirais qu'on était derrière à la fois chez les garçons et chez les filles. Hein. Alors moi j'ai pas vu le relais féminin avec les sœurs Hashimi par exemple, mais sur le relais masculin, on était dernière
Boïs qui a été distancé par Delay et par Moulou Guetta qui donc ont fait les meilleurs relais. Après on est en 1h03. Quand tu regardes 1h03, oui, on est à 2 minutes de la Chine, un peu plus de l'Ukraine. Forcément, c'est pas le meilleur résultat du monde, mais je dirais que, encore une fois, c'est pas un exercice que l'on fait régulièrement. Là, en plus, contrairement à d'autres nations, le langage, c'est-à-dire qu'on peut ne pas totalement se comprendre entre les concurrents. Aussi, au départ, on parle peut-être en anglais du côté de l'UCI. Mais il peut y avoir, voilà, et puis des niveaux qui sont assez disparates aussi entre les concurrents et les concurrentes. Donc voilà, c'est toujours un petit peu difficile. Mais c'est toujours bien que ce centre du cyclisme vienne compléter les rangs de ces championnats du monde par équipe. L'île Maurice, Kim Lecourt était là, du côté de l'île Maurice, où on partait également avec Alexandre Meillet, William Pia, il n'y avait pas le Adrien, qui a le nom d'un ancien coureur cycliste. Le Hardy n'était pas là. Le petit coureur de l'île Maurice, c'est Hardy. Adrien Hardy, voilà. Enfin, c'est pas Adrien son prénom, mais c'est Hardy son nom. De Cormamont et de Marigny, Lagesse. Alors, du côté des garçons, on a fait un relais tout à fait honorable. Et du côté des filles, bah, c'est sûr que Kim Lecourt a pris le lead très rapidement. Et du côté de Marigny, il a fallu s'accrocher. Avec vraiment les deux filles qui étaient avec Kim Lecourt ont dû énormément s'accrocher. On a bien vu qu'il y en a une qui était vraiment sur régime. Je pense que Kim Lecourt a vraiment tracté l'équipe féminine. Ce qui fait un temps qui est pas mauvais parce qu'on est troisième. On va dire du côté des pays d'Afrique, on est troisième. Derrière l'Éthiopie et le Rwanda. Pas très loin du Rwanda, vous voyez, il y a à peine 20 secondes avec le Rwanda. Donc en sachant que du côté des garçons, je pense que du côté du Rwanda, on était un peu meilleur. Donc je trouve qu'on a plutôt bien couru pour l'île Maurice. Le Rwanda, alors oui, on a podium, on va dire africain. Je dirais quand même que sur toutes les courses de la semaine jusqu'à maintenant, c'est peut-être la course qui m'a le moins convaincu par cette équipe du Rwanda. Autant je trouvais que sur les autres épreuves, ça avait vraiment bien bossé et on sent qu'on ne voulait pas être ridicule et on sent qu'on a fait vraiment beaucoup d'efforts pour être performant du côté de l'équipe du Rwanda. J'ai trouvé que sur ce contre-la-montre par équipe, ça a été un peu plus complexe du côté du Rwanda. C'est vrai qu'on a on a eu des concurrentes qui étaient très vite en difficulté. Les garçons se font quand même rattraper par l'Ouganda. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, ils ont réussi à reprendre beaucoup de temps, mais ça veut dire que les garçons ougandais avaient repris 3-4 minutes sur les garçons du Rwanda. Donc ça fait beaucoup quand même sur un seul relais. Du côté des filles, on s'en est un peu mieux sorti du côté du Rwanda, mais voilà, je trouve que sur toutes les épreuves de la semaine jusqu'à maintenant, c'est peut-être celle qui a été le moins réussie par le Rwanda, qui fait quand même plutôt des bons championnats du monde. Encore une fois, souvent dans le top 3, on va dire, au niveau nation africaine sur les différentes épreuves, juste derrière l'Afrique du Sud, en termes de niveau de performance. Donc ça, c'est plutôt très intéressant ce qu'a réalisé le Rwanda jusqu'à maintenant. Mais voilà, une petite déception pour moi sur cette épreuve-là, je dirais, du côté de l'équipe africaine. L'Éthiopie, très bien, très très bien du côté de l'Éthiopie. On avait mis de l'équipement de qualité du côté de la sélection. Alors je sais pas s'il y avait la petite Éthiopienne qui m'a fait une belle impression hier sur le contre-la-montre. Je crois pas, hein. Qui était toute menue, la petite Éthiopienne qui a vraiment fait un bon début de course. Après du côté de l'Éthiopie, encore une fois, on fait un très beau relais. Devant, ça va trop vite, très clairement. On n'est pas en moyen d'aller les chercher, mais je trouve que l'écart par rapport à la Chine n'est pas énorme. Voilà, vous voyez, il y a une minute par rapport à la Chine, un peu plus d'une minute. On met quand même un bel écart par rapport à Rwanda. Quand on regarde, on colle plus de 30 secondes au Rwanda, donc on peut être satisfait de son niveau de performance du côté de l'Éthiopie. On a été solide sur un exercice où, encore une fois, on n'a pas dû le faire souvent du côté des équipes africaines, parce qu'à part au championnat du monde, je crois pas qu'il y ait cette course-là sur les championnats d'Afrique.
Donc c'était peut-être la première fois qu'on faisait cet exercice-là. Forcément, c'est compliqué, hein, avant d'être performant dans ce relais par équipe mixte. Il y a vraiment toute une stratégie à avoir. Et avant d'avoir la bonne stratégie par rapport aux coureurs que tu as au départ, il y a un vrai travail de sélectionneur, hein, dans l'organisation de l'équipe. Donc forcément, ça a dû jouer également sur certaines de ces formations. La Chine, les garçons très bien. Non, les garçons, vraiment, on s'en est plutôt bien sorti. Voilà. On a fait vraiment un très bon niveau de performance. Par contre, les filles, là, on a perdu facilement la 8e place, hein. Facilement, on pouvait finir devant l'Ukraine. Très clairement, on s'est raté. Il y a une Chinoise qui a mis tout le monde dans le rouge. Et très tôt, hein, dès la première côte, hein, pas la côte pavée, la première côte la première côte du parcours. Et alors là, après derrière, ça a été extrêmement difficile. Ça a été un peu un chemin de croix quand même, hein, pour les Chinoises. Et je pense qu'on avait les moyens de finir un peu derrière les Belges. Je pense qu'on avait les moyens de finir à 5 minutes, 5:20 de retard. Et on finit à 5:38. Il y a au moins une minute, c'est plus d'une minute, je pense, de perdu dans cette attente à chaque fois, à chaque relais, où tu sentais que il y avait une fille qui était largement devant, qui a fait quasiment un tour complet seule. Donc ça a été compliqué. C'est vrai que j'ai oublié de parler du côté du Rwanda. Il y a aussi un des garçons qu'on a perdu très vite du côté du Rwanda, et ça a mis l'équipe en grande difficulté du côté du Rwanda, parce qu'il y avait vraiment un garçon qu'on a dû lâcher extrêmement vite. Quasiment dès le premier faux plat, il était en difficulté, donc c'est sûr que dès les premiers kilomètres de course, il a été en difficulté, donc ça a aussi perturbé le bon fonctionnement du Rwanda, qui, peut-être avec un coureur un peu meilleur, aurait pu être au niveau de l'Éthiopie. Mais du côté de la Chine, je pense qu'on avait vraiment les moyens d'être devant l'Ukraine, et que ce problème-là a coûté très cher. À la Chine, il y en avait un qui avait un vélo XDS du côté des Chinois. Je sais pas si vous avez vu, parce que c'est vrai que vous avez dit depuis le début de la semaine, personne n'avait de vélo XDS. Or, XDS est une marque chinoise, hein, qui est alliée à Astana. Je trouvais ça bizarre qu'on avait une autre marque, avec notamment des vélos de chrono qui sont énormes au niveau des tubes, aéro à l'arrière, là. C'est énorme. J'ai jamais vu une largeur comme ça. On dirait vraiment des vélos de piste. Donc ça doit être hyper rigide comme vélo. Peut-être que c'est aéro, mais ça doit être une horreur à piloter. Et là, du côté des Chinois, je pense qu'on peut être satisfait du niveau de performance sur cette compétition. Enfin, non, on peut pas être. Les garçons peuvent être satisfaits, pardon. Par contre, les Chinoises, elles, ont perdu beaucoup de temps. Du côté des Ukrainiennes, on les a pas vues beaucoup, les Ukrainiennes. Donc c'est vrai que c'est un peu. Enfin, les Ukrainiens en général, on ne les a pas vus énormément, hein, sur ce contre-la-montre. En passant, petite gueulante envers HBO Max. Alors je sais qu'ils m'ont envoyé un mail comme quoi ils avaient changé leurs conditions d'utilisation, parce que je pense qu'avant ils n'avaient pas le droit de mettre de la pub, mais ils mettaient de la pub, mais ils en avaient pas, c'était pas marqué sur les conditions d'utilisation, donc maintenant ils ont le droit de mettre la pub. Par contre, faut pas abuser quand même. Là, j'ai vu plus de pubs que de contre-la-montre, et en plus, faut prévenir les consultants et les journalistes qu'il va y avoir des pubs. Parce que moi, à des moments, alors je sais pas de quelle manière ça part, les pubs sur HBO Max, je sais pas si c'est un peu automatisé, ou si tu sais, ça part de manière complètement aléatoire. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde a la pub au même moment, ou est-ce que ça dépend, moi j'ai peut-être la pub à 16h45 et d'autres ont la pub à 16h43. Je sais pas du tout comment ça marche, mais alors moi à un moment j'ai eu 2 pubs d'affilée avec genre 10 secondes de direct. Vraiment, j'en ai eu 2 d'affilée. J'ai eu, mais je sais pas, moi j'ai dû me taper je sais pas, 20 minutes de pub entre 13h50 et 16h45. J'ai même abandonné le podium, parce que la dernière pub, j'ai éteint la télé. Voilà, tellement il y avait de pubs, là c'était imbuvable, imbuvable. Alors, je sais bien que déjà sur YouTube, il y a beaucoup de pubs, mais encore une fois, je l'avais déjà dit, mais quand on est petit youtubeur, si on essaye de retirer des pages de pub, ça enlève énormément de visibilité, donc on est obligé de les laisser, même si moi j'aimerais qu'il y ait moins de pubs sur mes vidéos. Mais aujourd'hui, je peux pas me le permettre. Peut-être que dans quelques années, je pourrais me le permettre. Par contre, putain, là, HBO Max, là, c'est du grand n'importe quoi au niveau des pubs. Et en plus, les mecs étaient pas au courant parce qu'ils commentaient pendant les pubs, je pense, alors que personne ne les écoutait, hein.
Donc c'est... Alors heureusement, contrairement au Giro, où quand ils envoyaient des pubs, en plus après ça faisait complètement bugger la vidéo, ils ont réglé ce problème-là. C'est déjà pas mal. Et en plus, tu n'as pas un abonnement. Parce que moi encore, s'il y avait un abonnement genre à 4 euros et un abonnement à 10 balles ou à 8 balles, ou l'abonnement à 8 balles, t'as pas les pubs, je dis ok d'accord, tu vois, t'as le choix. Mais là, t'as pas le choix, c'est-à-dire que t'as un seul prix. T'as 5 euros pour l'option sport, où tu tapes des pubs. Donc super. C'est parce que ceux qui veulent mettre plus d'argent pour pas avoir les pubs, ils peuvent pas le faire aujourd'hui non plus. Et quant à l'abonnement, alors moi j'ai pas l'abonnement du tout premium, hein, je vis au max, j'ai l'abonnement base, mais même si t'as l'abonnement au-dessus, parce qu'entre l'abonnement des films et l'abonnement sport, c'est pas le même. Pour ceux qui n'ont pas HBO Max, c'est deux abonnements séparés, moi je le paye, et c'est même deux prélèvements séparés. C'est-à-dire qu'il y a un prélèvement que j'ai fait en début d'année, parce que j'ai payé l'année complète, et j'ai le prélèvement sport, c'est tous les mois. Donc c'est différent. Du côté de la Belgique, on partait pas avec la grosse équipe hein, du côté de la Belgique. Malheureusement, on s'est retrouvé avec une équipe fait un peu, ça a été un peu du bricolage hein, du côté de l'équipe belge, d'où l'écart à la fin à 4 minutes 20, c'est énorme. Mais c'est vrai que les filles, y a des malades hein, du côté de l'équipe de Belgique, il faut savoir. Il y a un peu un virus du côté de l'équipe belge. Et bah du côté des filles, on n'avait vraiment pas les meilleurs éléments. On a dû faire, on avait que Julie Van de Velde, mais après derrière, on a dû faire un petit peu du bricolage. Et du côté des garçons, bah là c'était la composition. J'ai l'impression, on avait peut-être prévu Tige Bennott qu'on a peut-être remplacé par Jonathan Verven. Mais alors pour moi, Florian Vermeersch, c'est très mauvais choix sur un chrono comme ça, parce que on l'a vu dès... c'est un mec qui aime pas les bosses, Vermeersch, donc là, lui mettre autant de bosses sur un parcours, c'est impossible qu'il soit performant. En plus, Campenart est maintenant pas mauvais dans ce registre-là. Il fait souvent les pieds de colle du côté de la Visma Leasebike. Donc il a explosé d'entrée, il a explosé dès la première bosse, parce que Campenart était sur un niveau trop fort. Et Verven, il s'est vraiment accroché Verven aussi, hein, parce qu'il a été tracté par Campenart pendant tout le contre-la-montre, mais ça n'a pas été efficace. Regardez par rapport à l'Espagne, qui a été beaucoup plus régulier dans ses relais, qui a été beaucoup plus efficace, ou l'Allemagne, qui n'avait pas forcément une énorme équipe, hein, l'Allemagne, mais qui fait toujours du bon boulot sur le relais, sur le contre-la-montre par équipe mixte. Là, du côté de la Belgique, ça a été un enfer complet. Les garçons ont perdu beaucoup de temps, les filles, ça a été catastrophique. Mais Vermeersch, il a explosé au bout de 5 km. Donc, je vois pas quel était l'intérêt de l'emmener. Il aurait peut-être fallu prendre un autre coureur. Parce que là, Vermeersch, c'était pas une bonne idée. Alors, ça aurait pas été une bonne idée, je pense, de prendre Remco Evenepoel aussi. Parce que je pense que même Campenart aurait eu du mal à le suivre. Fallait faire autrement, hein. En termes de cohésion d'équipe, fallait faire autre chose. L'Espagne, à sa place. Non, à sa place, l'Espagne et l'Allemagne sont à leur place. Pour moi, l'équipe d'Espagne a fait un très beau relais chez les garçons. Hein. C'est vrai que à la fois Garcia Pierna et Romeo ont vraiment remis une grosse accélération dans la montée. Donc ça, c'était bien fait. Les filles, bah, on avait Blasi, Benito et Ostolazza. Blasi est très jeune encore, hein, donc peu expérimenté à ce niveau-là en plus. Donc c'était pas forcément évident pour elle, mais je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de gros soucis du côté de l'Espagne. On a passé des beaux relais. Même Hector Alvarez, moi j'avais un peu peur parce que Hector Alvarez, je savais pas trop son niveau sur le contre-la-montre et je me demandais vraiment. Je voyais bien que Garcia Pierna et Romeo ça allait aller vite. Je me disais, putain, Castrillo était pas disponible. Je me disais aussi du côté de l'Espagne, on va courir comme ça pour le contre-la-montre. Et non, il s'en est très bien sorti Alvarez et il a fait ils avaient la bonne organisation l'Espagne. Je pense qu'ils pouvaient pas aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, ce qui leur manquait, c'est des éléments un peu plus performants dans le contre-la-montre. Mais en gros, par rapport au collectif qu'ils ont emmené, ils ont fait vraiment le chrono idéal. Voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire du côté de l'équipe d'Espagne aujourd'hui pour faire un meilleur contre-la-montre. On poursuit. L'Allemagne. Là aussi, compliqué du côté de l'Allemagne, surtout en fait compliqué du côté des garçons, parce que du côté des filles encore, bon, Franziska Kor, Liane Lippert, bon, il y a peut-être Justina Chapala, qui est peut-être un petit peu moins forte,
dans cet exercice-là, mais en gros, c'était pas Lippert, pardon, c'était Niedermayer. C'était pas Lippert. C'était le garçon qui avait un nom qui ressemblait à Lippert, pardon. Mais Korn, Niedermayer, oui, on aurait pu prendre Lippert. Voilà, je pense que c'est la seule différence. Je suis pas là, j'aurais peut-être, voilà, Lippert. Chez les garçons, par contre, on n'avait pas la grosse Dream Team, hein. C'est vrai que l'an dernier, il y avait Charman notamment, hein, du côté du contre-la-montre, qui avait énormément aidé. Là, c'est vrai qu'il te manque Charman. Alors, tu prends Jonas Rutsch. Jonas Rutsch, c'est un grand gabarit. Donc, tu sais très bien que dans la montée finale, ça va être compliqué. Miguel Heidemann, c'est un bon rouleur, mais ça reste quand même un coureur qui est en troisième division, hein. C'est pas un coureur qui est en World Tour ou en deuxième division. Et Louis Leidert, je connais pas trop ce coureur, même pour tout vous dire. Louis Leidert, c'est un coureur qui est qui est dans l'équipe Lidl Trek Future. Donc voilà, qui a fait le championnat du monde du chrono, mais en espoir, Leidert. Donc oui, et en plus il a fini 15e, donc pas forcément le meilleur sur ce chrono-là. Donc c'était compliqué du côté de l'Allemagne. Il aurait fallu un Scharmann, un coureur de ce type-là pour aider sur un contre-la-montre par équipe. Autant je me souviens que l'an dernier, les garçons avaient été vraiment très bons. Le relais homme avait été très très performant du côté de l'Allemagne. Les filles avaient eu un peu plus de mal. Autant là, je pense que vraiment du côté de l'Allemagne, il y a une déception. C'est peut-être plus sur les hommes, mais encore une fois, on n'avait pas les bonnes armes sur ce contre-la-montre. On s'apercevra quand même que l'Allemagne, malgré une équipe qui n'était pas extrêmement solide, finit à seulement 10 secondes de l'Italie. La grosse déception pour moi, alors elle n'est pas trop au niveau de la place, quatrième. On savait qu'il y avait, il y avait 3-4 nations qui étaient un peu au-dessus du lot, comme d'habitude sur le chrono par équipe. On sait que la Suisse, l'Australie, c'est toujours très costaud. La France, on sait que c'est de plus en plus costaud. Et l'Italie a toujours été performante dans cet exercice-là. Pour moi, c'est leur plus mauvais contre-la-montre par équipe, l'Italie. Alors déjà, ça a mal commencé avec les garçons. Parce qu'on perd très vite Sobrero. Alors il y a des concurrents. Je pense à Sobrero. Je pense aussi à Paladin Carbaol aussi un petit peu. Je pense qu'ils se sont pas acclimatés du tout. Ou ils sont en complète méforme. Du côté de Carbaol, c'est peut-être un peu une méforme. Mais du côté de l'Italie, je trouve qu'il y a des concurrents qui ne se sont pas du tout acclimatés. Et puis après, les Italiens, ils ont perdu du temps parce que sur le premier intermédiaire, ils sont proches de la France. Ils perdent beaucoup de temps sur la fin. Ils s'écroulent vraiment complètement sur la fin, les Italiens. Donc, non, c'est une déception pour moi. Sobrero a pas été dans le coup. Après, je pense que la Vuelta a pas aidé du côté de Sobrero. Cataneo, ça a été compliqué aussi, hein, mais il essaye de tracter l'équipe, sauf que c'est Frigo qui est derrière. Frigo, c'est un bon puncher, hein, mais c'est pas un pur rouleur de contre-la-montre, donc c'était un peu compliqué. Il manquait un Ghana, je pense très clairement. Mais même avec Ghana, je pense qu'on aurait perdu très vite Sobrero et donc Cataneo, il aurait dû s'accrocher. Je pense que vraiment, on s'attendait à ce que Sobrero soit plus performant que ça quand on l'a sélectionné et il est passé à côté de ces championnats du monde. Du côté des Italiennes, pareil, hein, Soraya Paladin est passé complètement à côté de ces championnats du monde au niveau du contre-la-montre. Hein, sur l'individuel, c'était déjà difficile. Alors autant Juliette Labousse, par exemple, je trouve, a bien rectifié le tir. Autant du côté de Paladin, on n'a pas réussi à s'adapter. Venturelli, là encore, c'était pas le meilleur élément sur le contre-la-montre espoir. Et puis le contre-la-montre espoir, contre-la-montre par équipe mixte, t'avais quand même un jour de récup en moins. Donc c'était compliqué de prendre des espoirs sur ce chrono-là. Trinka Colonel, elle fait le maximum, mais je crois qu'elle était 10e en individuel ou 11e en individuel. Donc il y avait quand même des filles qui étaient devant elle. Ouais, il n'y a pas de miracle au bout d'un moment. Les garçons... En fait, il aurait dû avoir de l'avance pour que les Italiens soient sur le podium, les Italiennes soient sur le podium, il fallait que le relais italien homme soit en tête, quasiment. Ou soit deuxième, voilà, au niveau de l'équipe de France. Ouais, sauf que tu t'aperçois qu'ils sont 3-4 secondes derrière, et les 3-4 secondes, je crois, à ce moment-là, ils sont jamais repris. Donc c'était un relais trop compliqué pour les Italiens. Voilà, mais une déception, je pense, du côté de l'équipe italienne aujourd'hui. Mais encore une fois, Paladin et Sobrero sont passés à côté et sur un relais où tu n'es que 3. On l'a vu l'an dernier, hein, Audrey Cordon-Rago.
du côté de l'équipe de France, qui était dans une très mauvaise journée et qui avait un peu plombé l'équipe. Bah, c'est pareil, à la fois Paladine, à la fois Sobrero, ils n'étaient pas dans un grand jour et ils ont plombé l'équipe. Mais déjà, on avait vu l'an dernier avec l'équipe de France le fait que Cordon Rago se rate, ça avait énormément fragilisé le relais en son intégralité. Mais quand vous avez deux éléments comme ça dans chacun des deux relais, là c'est compliqué, quoi. Ça devient presque mission impossible. Donc l'Italie finit quatrième, mais je pense qu'ils seront pas satisfaits de leur niveau de performance. La Suisse, ça a été compliqué la Suisse. Déjà parce que je pense que Stefan Küng est pas dans une grande forme. Voilà. Alors après, il a roulé vraiment sur le plat et sur la première montée, Stefan Küng. Il s'est sacrifié pour la première partie de course. La Suisse, par contre, a fini, que ça soit Mauro Schmidt et Jan Christen, ils ont super bien fini dans la montée pavée. Les deux, là, ils ont fait une montée incroyable. Jan Christen et Mauro Schmidt. Et en plus, j'avais un peu peur, moi, de me dire, Jan Christen, il va foutre tout le monde dans le rouge. Première accélération, il met tout le monde dans le rouge, parce qu'il fait très souvent ça, Jan Christen. C'est un peu comme Marc Solé en début de carrière. Et non, il a réussi à, on va dire, un peu se contrôler. Peut-être qu'il a été contrôlé par Stefan Küng un petit peu. Par contre, du côté des filles, bah, c'est sûr que le changement de vélo de Reusser, ça coûte la victoire, hein, très clairement, parce que on n'a pas attendu Reusser. Après, c'était compliqué de l'attendre. Est-ce qu'en l'attendant, on n'aurait pas perdu plus de temps? Peut-être, parce que en gros, un changement de vélo, ça coûte tellement de temps qu'il aurait fallu presque se mettre à l'arrêt. Donc se mettre presque à l'arrêt, retrouver sa vitesse de fonctionnement, ça prend peut-être encore 15-20 secondes. Alors que là, j'ai envie de dire qu'elles deux, elles sont restées devant. Reusser les a récupérées, mais elle les a récupérées en pleine vitesse. Donc en gros, le relais suisse n'a jamais perdu de rythme. Reusser à un moment a été distancé, mais le relais suisse, lui, a continué d'avancer. Alors que si on l'avait attendu, le relais suisse, à un moment, se serait quasiment arrêté. Le temps qu'elle reprenne son rythme, elle les aurait peut-être mis dans le rouge, en plus. Donc, je suis pas sûr que c'était la bonne idée de l'attendre. Si ça avait été un problème mécanique moindre, c'est-à-dire un problème mécanique, soit, par exemple, tu rates un virage. Ça peut être, voilà, tu rates un virage, tu es obligé de relancer très fort. Oui, on peut t'attendre un petit peu. Si tu as un problème avec ton dérailleur, c'est que la vitesse a du mal à passer, tu as du mal à changer de braquet, ou tu dérailles un peu dans la descente, je dis pourquoi pas. Mais là, sur un changement de vélo, même s'il est bien fait, hein, en plus, là, on a des galeries, on est sur des voitures qui sont payées par l'organisation, des Volkswagen qui sont payés par l'organisation, mais les galeries sont pas toujours les mêmes par rapport à vos voitures habituelles. Donc c'est aussi très compliqué à gérer pour les mécanos et oui, elles ont perdu beaucoup de temps dans l'affaire, mais la victoire, elle se perd là, hein, du côté de la Suisse, parce que encore une fois, j'avais un peu peur du relais masculin, pour tout vous dire avant le départ, et encore une fois, Stefan Küng a fait totalement le boulot, et surtout, Jan Christen et Schmidt ont été vraiment très très bons dans la montée finale. Schmidt qui était tombé, hein, en passant dans le contre-la-montre, parce que moi j'avais pas vu l'info. Donc c'est pour ça qu'il avait été assez loin au niveau du chrono, parce que je m'étais dit est-ce qu'il l'avait fait à fond, Mauro Schmidt, vu le temps qu'il avait perdu. Du côté de la France, on est battu par plus fort, tout simplement. Voilà, on est battu par plus fort. Chez les garçons, en fait, c'est le relais homme, hein, qui a fait la différence du côté de l'Australie, mais on a donné le maximum. Alors c'est sûr que Paul Sexas est peut-être pas à 100% de ses capacités. Moi je trouve que l'avantage c'est qu'en ayant Armirail, Sexas, Sivakov, on avait un relais qui était à peu près homogène. Je crois que très clairement en fait il nous manquait Vauquelin sur ce relais-là. C'est sûr que Armirail aurait pu rouler plus vite avec Kevin Vauquelin qu'avec Sexas et Sivakov. Et surtout, bah, on aurait peut-être pu faire, on va dire, réfléchir à savoir si on prenait Sexas ou Sivakov pour le troisième homme. Il y aurait pu avoir un choix qui là n'était pas possible. Mais après, à part Vauquelin, en gros, t'as le premier, le troisième, et Sivakov qui est j'irais dans le top 6 ou 7, peut-être des meilleurs rouleurs français. Donc le relais homme, il pouvait aller difficilement plus vite, en sachant que dans les meilleurs rouleurs français, Cavagna, c'était trop dur pour lui par exemple, donc Sivakov était peut-être l'un des meilleurs éléments pour un parcours de ce type, avec une montée qui était difficile.
avec pourquoi pas un Romain Grégoire sur le côté punchy, mais il fallait tenir dans la roue des deux autres sur le plat, donc c'était pas forcément évident non plus. Sivakov, je pense, a fait parfaitement le job sur la première partie de parcours. On a eu une très bonne organisation du côté des garçons. Mais même en ayant une très bonne organisation, tu vois qu'on finit quand même à 33 secondes de l'Australie. L'Australie est vraiment très douée dans cet exercice, hein, et ils ont une équipe type. Nous, souvent, on change. Donc ça a été la différence. Et puis après, derrière, du côté des filles, dommage, je pense, c'est Carbaol. Je pense que Carbaol est pas dans la forme de sa vie, très clairement. Je pense pas que l'objectif de départ des sélectionneurs, c'était qu'on finisse avec Skiban. Je pense que l'objectif de départ, c'était que Skiban se sacrifie et qu'on finisse avec Labous et Carbaol. Sauf que Carbaol, on l'a vu sur le contre-la-montre individuel, comme Soraya Paladine, ça a été très compliqué. Je pense qu'on a changé les plans. On s'est dit, Carbaol, elle va peut-être pas nous aider dans la montée finale, donc on va faire différemment. Ça va être Skiban, Labous et Carbaol qui va être la lâchée dans le groupe. Sauf que Skiban, alors déjà, je pense que Labous était dans une très grande journée aujourd'hui par rapport au contre-la-montre individuel. Et Skiban s'est accroché, mais c'est sûr qu'on a perdu un petit peu de temps dans l'affaire, quoi. Parce que Skiban, elle avait du mal à tenir le rythme, quoi. Parce que vraiment, Labous tractait l'équipe, mais vraiment était dans un niveau supérieur. Donc c'est peut-être là où on perd le titre par rapport à l'Australie, mais de toute manière, l'équipe qui méritait le plus titre aujourd'hui, c'était la Suisse, voilà, avec Marlène Reusser. Donc, en gros, on n'a pas le titre, mais en réalité, on aurait dû finir deuxième ou troisième. La Suisse nous aurait collé une branlée sur la dernière partie de course, si tu regardes. Donc, je pense on peut être très satisfait de cette médaille d'argent. On est tombé sur plus fort, mais on a eu une très bonne organisation chez les garçons. Chez les filles, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais voilà, dommage. J'ai l'impression que Cédrine Carbaol n'est pas dans la forme de sa vie. Par contre, Juliette Labousse très bien, donc c'est intéressant pour les championnats de France. Pas les championnats de France, pardon, les championnats d'Europe de la semaine prochaine. Puis du côté de l'Australie, ils ont toujours aimé cet exercice. Encore une fois, je le dis toujours, mais il y a toujours une école de la piste en Australie. Souvent, on passe par le cyclisme sur piste dans ces jeunes années. Dans le cyclisme sur piste, la poursuite par équipe, la vitesse par équipe, ça vous apprend à travailler comme ça avec des groupes de 3 ou 4. Donc forcément, ils ont l'expérience, l'expertise aussi dans ce registre-là. Et ils ont beaucoup de très bons coureurs de contre-la-montre. Même si ce ne sont pas forcément les meilleurs du monde. T'as Jevine, t'as Plapp, t'as Matthews, t'as Ben O'Connor, aussi qui est très bon sur le contre-la-montre, par exemple. Ce qui fait qu'ils ont une équipe type qui est très forte chez les garçons. Chez les filles, on voit quand même qu'ils manquaient une championne olympique. Mais chez les garçons, ils ont tout le temps une Dream Team, hein. Et Matthews, dans cet exercice-là, il est toujours très fort. Et en plus, Matthews, il arrive avec beaucoup de fraîcheur. Il a très peu couru avec son problème d'embolie pulmonaire en stage au mois de juin. Donc il doit avoir 40 jours de course, je sais même pas dans les pattes. Qu'il arrive avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup de motivation. Je pense que c'était l'objectif vraiment de sa fin de saison à Matthews, avec Grand Prix de Québec. C'était les deux objectifs de fin de saison pour Michael Matthews. Et ensuite, Jevine est dans une super forme. Luc Plapp, il a fait le job sur le plat, comme il sait le faire aussi. Donc non, ça a été un très beau registre, une très belle course. Et puis du côté de l'Australie, Chapman, Spratt et Felicity Wilson. C'était pas simple pour Felicity Wilson, hein. Ça c'est clair et net, parce que encore une fois, il te manque l'ancienne championne olympique. Hein, du côté il te manque Grace Brown, hein, tout simplement, qui est partie à la retraite, qui n'a pas été remplacée, on va dire, du côté de l'équipe australienne. Alors que du côté de la France, même si on a perdu Audrey Cordoragon, on arrive quand même à trouver une remplaçante plutôt bonne dans cet exercice-là. Du côté de l'Australie, il n'y avait pas. On n'a pas réussi à trouver une remplaçante à Grace Brown. Et ça s'est senti quand même un petit peu chez les filles. Parce que Amanda Spratt, c'est quand même techniquement une pure grimpeuse. C'est pas sa spécialité, le contre-la-montre. Brody Chapman, elle est très bonne dans l'exercice. Elle avait fait un très bon contre-la-montre individuel. C'est elle qui a tracté l'équipe. Mais alors derrière, Wilson, je rappelle qu'elle aussi, c'était la course des espoirs. Donc voilà, la course des espoirs. En plus, elle a eu beaucoup de mal à finir dans sa course.
Felicity Wilson sur ce même parcours de 21 km. Donc voilà, ça a été compliqué pour elle, mais on s'est bien accroché, et puis on partait avec 33 secondes d'avance. Donc on partait avec une marge, mais sur la fin, ça se joue à pas grand-chose quand même avec l'équipe de France. Donc il fallait vraiment pas se rater, et ça a été quand même un gros combat. Voilà, un gros combat, Australie, France, Suisse. C'était même, comme d'habitude, j'ai envie de dire, une course très intéressante à suivre. Comme d'habitude. Sur relais par équipe mixte, c'est toujours, je trouve que c'est très télévisuel. C'est dommage, encore une fois, que beaucoup d'équipes fassent l'impasse, alors qu'elles ont les armes pour être dans le top 10. Donc voilà, j'aimerais dans les années à venir qu'on ait un peu plus de monde sur ce championnat du monde de relais. Enfin, cette course par équipe. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Du côté de ce contre-la-montre par équipe mixte, on passe tout de suite aux courses juniors. On passe désormais aux courses juniors qui se sont déroulées hier. Hein. On n'a pas pu les débriefer hier, j'ai eu des petits problèmes d'organisation, donc on va les débriefer aujourd'hui. On va revenir sur la catégorie dames dans un premier temps, puis on passera aux garçons. Ces catégories juniors qui nous ont permis de voir, notamment en termes de matériel. C'est vrai que ceux qui me disent à chaque fois, non, le matériel, c'est pas ça qui joue sur la performance. On a déjà demandé à Stephen Kung. J'ai cru sur Bistro Vélo qu'il en a parlé, notamment sur les vélos de chrono. Mais regardez là sur ce contre-la-montre, on a des vélos qui, je pense, pour certains, ont bien 20 ans. Plus de 20 ans. Parce que les cadres aluminium, depuis longtemps qu'on n'en voit plus quand même. Hein, sur les courses de cyclisme, moi j'en ai quasiment pas connu des cadres alu en cyclisme. Parce que moi j'ai quand même beaucoup connu le carbone, là il y a vraiment des cadres alu, ouais, je pense qu'on est sur du 20 ans d'âge. Et t'as des vélos, je pense même certains vélos de chrono, ils sont pas de toute première fraîcheur. Je pense notamment aux concurrents marocains chez les garçons, je pense que c'est un vélo qui avait au moins plus de 10 ans. Et c'est aussi, ça permet de voir, le frein à patin n'est pas mort dans beaucoup de pays aussi, parce qu'on a peu de freins à disque au final sur les différents concurrents. Il y a même des vélos qui ont été adaptés pour avoir des patins. Et les gaines apparentes aussi, les gaines qui passent pas dans les tubes. Ça, on a eu pas mal aussi, même sur des vélos de contre-la-montre. Le bricolage avec l'ajout de prolongateurs sur un vélo de route traditionnel, c'est ce qu'on ne voit plus, parce que j'avais un doute que ça soit encore autorisé par l'UCI. À un moment, je vous avais dit ça, notamment pour le contre-la-montre du Tour de France, le deuxième contre-la-montre du Tour de France. J'avais dit que j'étais surpris qu'il y ait personne qui ait foutu des prolongateurs sur un vélo de route. Bah, c'est encore possible, hein, sinon les vélos auraient été interdits. Mais oui, on a des vélos parfois qui, on sent, sont vraiment pas de toute première fraîcheur. C'est vrai que ça serait bien du côté de l'UCI, parmi les aides des fédérations. Je sais qu'on donne de l'argent aux fédérations pour qu'elles participent aux compétitions. Ça serait bien aussi de donner des aides pour l'achat de matériel ou qu'il y ait des partenariats, notamment avec les équipes World Tour, au lieu que les équipes World Tour revendent leurs vélos parfois à des musées, autant peut-être les revendre dans certains cas aussi enfin les donner à des nations. Alors il y a quelques concurrentes, je crois la concurrente colombienne notamment qui avait, je pense, du vélo. Il y avait du matériel de chez UF, mais c'était un vélo de champion national. Je me demande si c'était pas un vélo d'Higuita. Je crois qu'Higuita avait été champion de Colombie. Je me demande si c'était pas un vélo d'Higuita, vu les couleurs, ou soit c'était un partenariat avec Carapaz. Mais ouais, il y avait des concurrents comme ça qui avaient des... Ou Amador, c'est vrai qu'Amador aussi n'avait pas eu un titre de champion. Je sais plus. En Amérique du Sud. Mais Amador, après, c'est... Non, parce que Amador, le maillot, c'était Costa Rica, donc non. Mais je pense qu'il y avait eu une aide de la part de F. On voit qu'il y a des concurrents qui sont aidés par des équipes World Tour. Mais il y a d'autres concurrents où, notamment du côté de l'Afrique, c'était compliqué d'être aussi performant que les meilleurs quand vous avez un matériel qui vous coûte déjà, je pense, bien 2 à 3 minutes, rien que sur le matériel. Donc après, oui, certains finissent comme la Nigériane
La Nigériane, elle finit à 11 minutes, mais si vous enlevez 3 minutes de matériel, bah, l'écart de performance, il est un peu moins énorme. Et il y a des concurrents, je pense qu'avec un matériel un peu plus élaboré, et avec de l'entraînement sur ce matériel-là, eh bien, on aurait peut-être fini dans le top 20 ou voire même dans le top 15 de cette course. Donc, dans les derniers concurrents, bah, on voit les Nigériens. Alors, c'est vrai que du côté du Nigeria, on est présent pas mal au niveau du cyclisme sur piste, notamment, on les a vus plusieurs fois au championnat du monde, mais un peu moins présent sur la route. Donc on était sur du matériel, je dirais, de cyclisme sur route traditionnel. Burkina Faso, Namibie aussi, qui était présent. Bien entendu le Rwanda, avec Nassam Gesho, qui a pris notamment la 33e place, devant Anakova et surtout devant une Sud-Africaine. On note aussi Archita Jakar, l'indienne. Alors, l'indienne, elle avait du matériel de qualité. Après, il faut savoir s'en servir. Et là, ça a été le gros problème de Jakar. Je pense que c'est la fille qui a mis le plus de temps dans la montée finale. Mais vraiment, elle est arrivée gros braquet. Et la montée a été un calvaire, la montée pavée, parce que je rappelle que la course des filles, il n'y avait que la montée finale. Hein. On n'avait pas de montée sur le parcours. C'était un parcours qui était totalement différent des autres catégories. Ce qui est même assez incompréhensible parce que on a juste retiré 3 km, donc on aurait pu leur mettre le parcours des garçons juniors. Je pense que si on veut dans les années à venir avoir des grands tours qui fassent 15 jours, bah ça commence dès les juniors, avoir des égalités de parcours. Pour l'instant, c'est pas le cas, ce qui est quand même un petit peu problématique. Ça sera le cas aussi pour les épreuves en ligne, hein, aussi où il y a un décalage de kilométrage. Parce que les filles, ça doit être 80 km, un truc comme ça. Bon, on remonte un petit peu dans le classement, mais c'est vrai que Jacquard, elle est arrivée gros braquet. Alors dans la montée pavée avec les 11%, ça a été extrêmement compliqué pour elle. Oui, Castillo, c'est Castillo Osorio. Je sais plus laquelle des Colombiennes qui avait du matos EF. Bon après, ça lui a pas permis non plus de faire un gros chrono, mais bon, ça aide quand même en termes de matériel. On va parler des Françaises. Très compliqué la course des Françaises, hein, que ça soit Lise Revol ou Thaïs Poirier, qu'on n'a pas vu à l'écran, hein, n'ont pas été diffusés à la télévision, mais alors les écarts de performance sont quand même impressionnants par rapport aux meilleures concurrentes. On fait partie des dernières nations européennes sur ce contre-la-montre junior, en sachant que je rappelle que dans les nations européennes, il n'y avait pas notamment le Danemark. Il y a beaucoup d'équipes qui ont fait l'impasse sur ces championnats du monde. Donc autant vous dire que la performance des Françaises est vraiment très inquiétante et extrêmement décevante sur un parcours comme celui-là, surtout que dès le premier intermédiaire, on était quand même sur du plat jusqu'au premier intermédiaire, bah, elles sont déjà très loin. Hein. Je crois que Thaïs Poirier est déjà 13e à ce moment-là au premier intermédiaire, en sachant que toutes les concurrentes n'étaient pas passées, donc en gros, elles n'ont pas perdu de temps sur la dernière partie de course. C'est vraiment un raté du côté des Français, ce qui est un petit peu inquiétant, hein, parce qu'on est sur un trou de génération. Mais on finit, voilà, il y a peu d'Européennes qui finissent derrière. Vous avez Dolven et Spikarova, la Tchèque, qui finissent derrière nous. Mais bon, du côté des Français, c'est quand même pas la fête. Comme De Laurentiis, l'Italienne également, qui a fini très loin. On remonte. Parmi les belles performances du côté de cette épreuve, eh bien on notera quand même la Chypriote Safiri qui court en Belgique. Hein, il faut le savoir, elle est dans un club belge, Safiri, 18e de ce contre-la-montre, bon avec du matériel qui était plutôt pas mauvais. Donc ça, c'est vraiment une très très belle performance de la part de Safiri, Alessandra Safiri, la chypriote. C'est vrai que Chypre, comme Malte, on a du mal à être présent du côté du sport parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc c'est vrai qu'on mise peut-être sur d'autres chose que le sport du côté de Chypre, mais voilà, Safiri, bah, ça va peut-être intéresser dans les années à venir des équipes professionnelles, puisque c'est vrai qu'on a une fille qui était chez Roland, chez les Chypriotes, mais pas de jeunes forcément qui arrivaient à être performants, donc là c'est intéressant de voir cette concurrente, donc Safiri, qui a pris la 18e place derrière Alejandra Nera,
La deuxième espagnole qui finit 17e. Et puis on a une Kazakh, Yelkina, qui finit 16e. C'est vrai que les Kazakhs ont un peu disparu chez les filles. Avant, il y avait la Astana, même chez les garçons, parce qu'on a vu des performances assez moyennes quand même dans les catégories jeunes. Du côté des Kazakhs, autant on misait énormément sur le cyclisme il y a 15 ans. On voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Kazakhs. Autant aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Parmi les nations décevantes, on parlait de la France, bon voilà, avec une 22e et 23e place, l'Italie aussi, c'est pas dingue. Pegolo finit 14e, De Laurentiis 21e, donc là aussi des performances assez moyennes du côté de ces Italiennes. Là aussi peut-être un trou de génération, parce que l'Italie est une nation forte du cyclisme féminin. C'est vrai que vous avez les Pays-Bas, mais en gros, dans les nations fortes, vous avez la France, elle commence à arriver, enfin. On dira pas merci à Gianni Longo, mais du côté des nations européennes, on sait que l'Italie, c'est en gros la deuxième nation importante derrière les Pays-Bas, ça a souvent été ça, et là, en termes de performance, c'est un petit peu moyen. Alors, je ne sais pas si du côté de l'Italie, est-ce qu'on a sélectionné les meilleures concurrentes? Il y a aussi les championnats d'Europe. C'est vrai que c'est très compliqué cette année avec les championnats du monde et les championnats d'Europe qui se suivent. Donc, c'est vrai que pour les jeunes concurrentes, est-ce qu'on allait bloquer 2 semaines de compétition comme ça sur une période en plus septembre où tout le monde reprend l'école aussi? C'est pas si évident que ça pour ces concurrentes-là, donc peut-être qu'on a décidé d'envoyer 2 filles au championnat du monde et puis 2 autres filles au championnat d'Europe, mais pas une performance exceptionnelle. On retrouve donc Yelkina, Dan China, la Russe qui finit 15e. Et puis la première américaine, Lydia Cusack, qui finit 13e devant. Là aussi, 2 concurrentes qui ont été très intéressantes, que ça soit Ushakova, l'Ukrainienne, parce que en Ukraine en ce moment c'est compliqué avec la guerre. Donc ce qui fait que c'était une nation qui mettait quand même pas mal de moyens sur le sport, notamment sur l'handisport. L'Ukraine était une des nations majeures de l'handisport avant le début de la guerre, avant le début de l'invasion russe. Mais du côté d'Ushakova, l'Ukrainienne, je pense que ça fait quand même depuis quelques années que l'entraînement est compliqué. Alors est-ce que c'est la diaspora ukrainienne? Donc est-ce que c'est une fille qui est à l'étranger, qui a découvert le cyclisme en dehors de l'Ukraine? Ça serait intéressant de savoir. Ushakova est 12e, donc derrière une Chilienne, Marlène Roras. Là aussi, c'est intéressant de voir que du côté de l'Amérique du Sud, on a quand même pas mal de nations maintenant chez les garçons, mais chez les filles, ça reste encore très compliqué, l'Amérique du Sud, pour avoir des filles performantes. Même la Colombie, par exemple, n'est pas à un très très gros niveau. Donc c'est vrai ça commence à pointer un petit peu le bout de son nez. On aimerait que ça se densifie un petit peu plus du côté du cyclisme d'Amérique du Sud. Mais voilà, Marlène Roras, très très belle performance, qu'elle est partie assez tôt, je crois me souvenir, la chilienne. Donc elle n'avait pas forcément de points, de repères au niveau performance. C'est toujours bien quand on a, on va dire, des temps intermédiaires. Même si c'est vrai que sur ce contre-la-montre féminin, vous le voyez, le temps intermédiaire, si vous regardez le parcours qui est ici, le temps intermédiaire était très loin, il était au bout de 13 km sur un parcours qui en faisait 18. Donc c'était pas forcément l'idéal, voilà l'emplacement des points intermédiaires. Laura Fivet, la Belge, finit 10e. On n'a pas vu la course de la Belge. C'est vrai que le réalisateur a fait des choix. Je pense que c'était pas facile en plus sur ce parcours de faire des demi-tours, parce que c'était encore une fois pas du tout le même parcours que les garçons. Je trouve qu'on a vu beaucoup plus de garçons différents que forcément de filles. Alors faut savoir que les garçons ils étaient aussi 80 au départ. C'était, je crois, la catégorie qui était la plus dense au départ du côté des juniors. Mais donc Laura Fivet. Le perf, top 10, Laura Fivet, une 36, tu vois qu'elle est à 1 minute du podium. Donc voilà, ça reste, on va dire, raisonnable sur un parcours comme celui-là, surtout que je suis pas sûr qu'on misait beaucoup sur elle du côté de la Belgique. Je crois aussi qu'elle est partie assez tôt, Laura Fivet.
Donc voilà, 1 minute 36. Elle n'est pas très loin en plus du top 8, hein. Vous voyez qu'il y a un gros petit paquet là entre 1,32 et 1,52 en 30 secondes. On a 10 filles. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà du côté de Laura Fivet. Derrière Lydiana Edwards. C'est presque décevant du côté des Américaines parce que les États-Unis chez les filles ont toujours eu une tradition du contre-la-montre. Chloé Digert, en fait, il y a eu plein de filles avant Chloé Digert qui ont été performantes sur le contre-la-montre. Il y avait même souvent une tradition, on va dire, c'est que les Américaines ne couraient pas dans les équipes professionnelles européennes ou les bonnes équipes européennes. Elles restaient aux États-Unis et normalement, on les voyait une fois dans l'année. C'était au championnat du monde, où elles faisaient des performances assez exceptionnelles, et puis ensuite elles rentraient. Et tu les voyais pas de l'année. À une époque, c'était ça, hein, les Américaines, tu les voyais une fois par an. Elles étaient très performantes sur le chrono, et c'est vrai que les États-Unis, il y a une école du chrono aux États-Unis, chez les filles notamment, et là, 9 et 13, c'est pas exceptionnel. Après, c'est vrai que quand on regarde quand même les performances des États-Unis sur les différentes épreuves, on peut pas dire que ça a été extrêmement marquant, voilà, en termes de performance du côté de cette nation. C'est vrai que ça n'a pas été exceptionnel, voilà, ce qu'ont proposé les États-Unis sur ces 4 jours déjà de compétition. 3 jours, hein, 21, 22, 23, c'était le troisième jour de compétition. On poursuit donc avec la polonaise. Elle est en même temps proche et loin du podium. Voilà, elle est en même temps proche, parce que quand tu regardes, il y a 30 secondes. Bah, en même temps loin, parce que quand tu regardes, bah, elle est déjà loin de la 6e place de la Canadienne. Après, c'est quand même la deuxième coureuse et concurrent, plutôt du côté du clan polonais, qui monte sur le podium. On avait déjà eu du côté des espoirs hommes hier un concurrent qui était sur le podium. Donc là, du côté de Okruchinska, il y a des remplaçantes à Neviadoma, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, du côté du cyclisme polonais, on a quand même beaucoup de garçons qui partent à la retraite, donc il va falloir avoir un renouvellement de génération, ce qui va pas être facile. Et du côté des filles, ben il y a Neviadoma, ça arrive, hein, on a celle qui a fait 5e sur le Wlodarczyk, qui a fait 5e sur le dernier Tour de France, mais là encore, hein, on aimerait avoir un peu plus de densité. C'est toujours bien d'avoir de la densité au niveau du haut niveau, parce que ça tire souvent le haut niveau vers le haut, vers l'excellence. Et bon, bah, ça veut dire qu'on a encore des filles qui arrivent du côté des jeunes. Zvieranga du côté du Canada, ça monte le Canada, hein. On a beau dire, mais à une époque, les Canadiens, bon, on avait un ou deux concurrents au championnat du monde, c'était un peu compliqué. Et là, on voit qu'il y a un travail de fond qui a été fait depuis une dizaine d'années, et ça commence à arriver à être performant, hein, avec l'apport du sponsor Première Tech aussi, et ça commence à être très efficace. Je sais pas si vous avez vu aussi en termes de faux-cuterie, Factor et Première Tech qui décident qu'ils veulent pas continuer tant que l'équipe s'appellera Israël. Ça les gênait pas pendant 10 ans, par contre là ça les gêne aujourd'hui. Moi j'appelle ça de la faux-cuterie, hein, mais voilà. Ils se sont dit, oh ça va être pas bon pour notre image. Non, c'est vrai qu'avant c'était bon pour votre image. Il y a des trucs comme ça qui m'énervent. Soit t'assumes, il y a un moment, il faut assumer. Voilà, tu travailles avec Israël, tu bosses avec Israël. Là, d'un coup, on n'assume plus. Surprise. Zvieranga, donc la Canadienne, qui finit 6e, devant donc la Polonaise, et puis Bouffman, même la Britannique, qui finit 5e pour pas grand-chose, hein, face à Roosmuller. La Néerlandaise, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose, un 48, contre 47, et ça joue d'un rien. La Britannique a eu un peu de mal à finir, hein, là aussi son contre-la-montre, ça a été le cas chez pas mal de Britanniques, qui ont eu un peu du mal dans la dernière portion de monter dans les pavés. Parfois à remettre du braquet, ça a été parfois compliqué du côté de la Britannique. Après, est-ce qu'on avait tous les plateaux disponibles? Ça, c'est aussi des questions qu'on peut se poser du côté de certaines nations quand on voit que un concurrent junior britannique est quand même parti avec une roue à bâton à l'avant. On peut se dire s'ils avaient tout le matériel, parce que pendant très longtemps, on nous avait dit, les Britanniques,
n'iront pas au championnat du monde sur le chrono. Et au final, on en a vu quand même pas mal. Donc je sais pas s'il y a eu un changement de dernière minute. C'est vrai qu'on nous avait dit du côté du Britannique, en gros, on ferait des économies du côté de la sélection britannique. Et à la fin, on voit qu'il y a quand même pas mal de catégories qui ont été représentées avec avec la Grande-Bretagne au départ. Donc surprise, voilà, du côté de cette nation. Rose Muller, elle peut pas être déçue. Il y a quand même 10 secondes avec le podium. Donc, on va pas dire qu'elle a pas raté le podium pour un demi-centième ou pour voilà un écart extrêmement plus réduit. Lorenzo Finn, par exemple, peut être un peu plus déçu du fait d'avoir raté le podium sur le chrono. La Müller, il y a quand même une différence par rapport à la Norvégienne. Après, ça montre, hein, c'est vrai que hier, j'avais dit, c'est bizarre de pas avoir d'espoir d'âme et d'espoir homme au départ des contre-la-montre. Donc ça montre que les Néerlandais, je pense, ont fait des économies et ont décidé de ne pas embarquer ces concurrents-là. Et derrière, du côté de Müller, on a privilégié les juniors du côté des Pays-Bas. Les résultats ont été bons hier, hein, ça a été la journée des Pays-Bas. Müller, elle rate le podium pour pas grand-chose, mais bon, encore une fois, la néerlandaise, il y avait pas grand-chose. Là, il y a quand même 10 secondes d'écart sur 18 km. Bon. C'est loin, c'est pas loin, mais en même temps c'est loin, tu vois. Donc elle est pas à 2 secondes près, où là ça aurait été un petit peu plus frustrant pour elle. Le podium, Oda Aune Giesinger, la norvégienne, je pense qu'on la verra chez Uno X, peut-être dès l'année prochaine, je ne sais pas, du côté de la norvégienne. Gros chrono de Giesinger, parce que elle est partie extrêmement tôt, Giesinger. Elle est partie dans les premières, elle est chez Coupe Repsol. Pas chez Ineos, donc. Pas chez Uno X, pardon. On sait que normalement, voilà, c'est les deux formations, hein, Coupe étant continentale, mais bon, ça veut dire qu'il y aura un grand talent chez Coupe Repsol. Bon gabarit, hein, en passant au Daune Giesinger, c'est un gabarit quand même qui doit faire au moins 1m70, je dirais. 1,65, 1,70. Giesinger. Elle a vraiment très très bien fini son chrono, parce que même Ostiz a souffert sur la fin, ça s'est pas joué à grand chose pour le podium, pour la deuxième place du podium pour Ostiz. Giesinger vraiment très intéressant dans son contre-la-montre, je trouve qu'elle a fait vraiment des belles performances. Elle a été très rapide sur la première portion. On sent ça sait mettre du braquet, hein, tout simplement. Elle a le gabarit pour mettre du braquet. Mais je me disais, sur la deuxième partie, elle va peut-être souffrir. Et je pense qu'elle a extrêmement bien géré son contre-la-montre dans la portion faux plat descendant. Je pense qu'elle en a un peu retiré. Et elle a réussi à en remettre sur la fin du côté de Giesinger. Donc vraiment très très bien la Norvégienne. Moi, elle m'a vraiment... avec Arens, c'est les deux qui m'ont vraiment impressionné du côté des dames, où je me suis dit, ah oui, là on est déjà sur du très très grand talent, et c'est vrai que Giesinger, vraiment j'ai trouvé que c'était impressionnant sa gestion de la montée, donc non, il faudra faire attention à elle. Ostiz a fait une belle perf, hein. Surtout que c'est pas forcément un gabarit très contre la montre, hein. C'est un petit gabarit assez trapu. Ostiz, je pense un gabarit puncheuse. Je pense qu'elle doit avoir des qualités de punch, hein. Ostiz, mais elle est pas très grande par rapport à Giesinger et Arens. Arens, elle lui met deux têtes de, elle doit faire 1m55, 60. Ostiz, quelque chose comme ça, mais assez punchy, je pense. C'est ce qui l'a aidé peut-être dans certaines portions du parcours, mais sur la première partie, elle n'avait pas le gabarit pour la première portion. Donc ça montre quand même un talent du côté du contre-la-montre, du côté de Hostiz. Et ça, c'est quand même très intéressant pour la suite, pour l'Espagnol. Parce que voilà, ça peut toujours aider hein, d'avoir des qualités en contre-la-montre. Mais je pense que au niveau de son gabarit, le punch, il doit être vraiment bon. Et je pense qu'elle va faire la course en ligne, hein, Hostiz. Il faudra s'en méfier sur la course en ligne qui aura lieu samedi matin. Ça sera samedi tôt, hein, la course en ligne junior dame. Et là, il faudra s'en méfier d'Hostis parce que c'est vrai que quand on voit sa performance sur le chrono, je me dis, elle a vraiment pas le physique habituel parce qu'elle est vraiment petite. Alors, est-ce que c'est Remco Evenepoel, voilà, qui a pas un gabarit habituel de rouleur de contre-la-montre, ou soit c'est vraiment qu'elle a des jambes de feu, voilà, en ce moment. Et puis Megan Arens.
très grand gabarit. C'est vrai que très filiforme, hein. C'est vrai que très grand gabarit, mais extrêmement mince. Moi, je l'ai vu sur la première partie, je me suis dit, oui, vu sa taille sur le vélo, je me suis dit, sur la première partie, ça va envoyer des watts. Ça va envoyer voilà, du rythme. Bon, voilà. En plus, sa position sur le vélo était vraiment très bien. Mais je me suis dit, sur la montée pavée, c'est un peu une brindille. Donc, ça va peut-être être compliqué, elle va peut-être être chahutée un peu de partout. Elle va peut-être avoir du mal à en remettre avec son gabarit. Je pense qu'elle fait au moins un 75 à Rennes. Je me disais, elle est géante par rapport aux autres. Il n'y a pas sa taille à Megan Arens. Je ne sais pas si je peux trouver sa taille. Euh, Ouais, non, elle n'a pas de page. Ouais, il n'y a pas. Oui, j'ai pas son gabarit. Mais elle est impressionnante. Je pense qu'elle fait au moins un 75 et je me suis dit, ouf, ça va être compliqué en termes de taille. Ça va être très compliqué en termes de taille pour s'en sortir. Et vraiment, elle a fini très fort, hein, Megan Arendt. Impressionnante sur la fin, parce que en gros, elle en a vraiment. L'écart, elle le fait sur la dernière partie de course. C'est vraiment sur la montée pavée qu'elle a fait l'écart. Et encore une fois, ça veut dire qu'il y a de la qualité, il y a de la technique chez Megan Arens parce que vraiment, son gabarit, je trouve, ne l'aidait pas sur cette dernière partie. Donc, elle a vraiment réussi à en remettre. Donc, vraiment, elle m'a impressionné parce que l'écart est quand même important déjà hein, par rapport à ses adversaires, mais surtout comment elle a construit sa course sur la dernière partie. C'est vraiment très très costaud. Voilà ce qu'elle a réussi à faire en néerlandaise, donc qui s'impose. Avec le titre, elle était très émue hein, du côté de sa victoire. Megan Arens, mais je pense que c'est un nom qu'il faut retenir, et Giesinger aussi. Et c'est les deux vraiment filles qui m'ont vraiment marqué sur ce contre-la-montre junior. On passe désormais à la course des garçons. Donc vous voyez, ils étaient même 85 au départ, donc c'était vraiment impressionnant. C'est un concurrent du Niger hein, qui a fini à 18 minutes 50, qui est d'un dernier concurrent. Mais vous voyez quand même qu'à part ce concurrent-là, on est quand même au-dessus des 30 km/h de moyenne. Donc, ce qui est déjà une performance qu'il faut réaliser. C'est un peu plus que les 22 km/h de la qatarienne en élite dame, où là, on est quand même sur une performance qui est un peu limite. Hein, 22 km/h, je pense que beaucoup de gens sont capables de faire 22 km/h sur un vélo, surtout sur un vélo de chrono dernière génération, sans une très grande préparation. Donc il y avait quand même un problème, je trouve, de ce côté-là. Bon, on remonte le classement. Il y avait des concurrents de la Jordanie, des concurrents des Seychelles. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de nations qui étaient représentées. Les Eswatini également. Donc on voit l'internationalisation du cyclisme, le qatarien, Salih Hafiz, qui a été l'un des premiers temps de référence, qui à la fin finit à 8 minutes, à 8 minutes 18, un concurrent de Sainte-Lucie, par exemple, qui finit 65e. Sainte-Lucie, c'est une toute petite île. Les concurrents de l'île Maurice aussi, comme Henri Rouillard, qui était de nouveau présent. Vous avez voilà, des Tunisiens, enfin énormément de nations, turques aussi. Alors j'étais surpris, les Turcs, pas de vélo de chrono pour les Turcs. Parce que à une époque en Turquie, le Tour de Turquie s'est quand même créé parce qu'il y avait quelques coureurs qui étaient performants. Et je me souviens qu'à une époque, on avait des Turcs notamment performants en continental. Aujourd'hui, ils ont complètement disparu. Alors, Guys Schoenveld, lui, a fini extrêmement loin. Comme Antoine Bergeron, je pense qu'il y a eu des problèmes techniques. Ils ont fini à plus de 4 minutes. C'est vrai qu'il y a des concurrents, je pense notamment à un Australien qu'on a vu récupérer son vélo de route. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu plus de crevaison sur ce contre-la-montre junior par rapport aux autres épreuves. Après, peut-être qu'on avait rouvert la route sur la portion sur la première côte le matin et qu'il y a peut-être des saletés qui ont été ramenées par les voitures, ce qui a créé ces crevaisons. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de problèmes mécaniques sur cette course junior homme que dans d'autres catégories.
On voit donc Antoine Bergeron, on voit le concurrent de Hong Kong dans le classement à plus de 4 minutes, mais c'est quand même à 42 moyenne. Hein. 42 moyenne, faut les tenir à ce niveau-là. Et puis on remonte un petit peu. Lucas Stevenson, lui, il a eu un problème mécanique. Il a changé de vélo, hein. Il est parti vélo de chrono, il a fini vélo de route, donc il y a eu un problème, il y a eu un changement de vélo. Du côté de Stevenson, Bastian Petric, le Slovène, tout le monde n'a pas forcément le talent de Tadej Pogačar en Slovénie. Et puis on remonte 36e place de Roger Suren. Lui, c'est le premier à m'avoir tapé dans l'œil. Vélo de route traditionnel pour Roger Suren. Donc faire 36e avec un vélo de route traditionnel, 42 de moyenne avec un vélo de route traditionnel, alors 7 qui avait l'air plutôt de bonne technologie, assez impressionnant. Alors, faut savoir que c'est un coureur qui vient du VTT, qui a fait des belles performances, notamment sur les derniers championnats du monde en VTT. Il a perdu du temps sur la première partie, c'est tout à fait normal. Par contre, la fin de course de Roger Suren, sur le dernier intermédiaire, waouh! Je pense qu'il y a peu de coureurs qui lui ont repris du temps. Hein. Parce que vraiment, sur la dernière partie, il a été impressionnant, Roger Suren. Dommage qu'il n'avait pas un vélo de chrono. Mais il s'est très très bien servi de son vélo de route. Ça, c'est clair et net qu'il a été très efficace avec son vélo de route. Un qui est passé inaperçu sur les caméras, mais quand même, l'Iranien, Mohamed Mirbagheri Fitzrouzabdi Nabi Seyed. Alors je pense que c'est Nabi Seyed Mohamed Mirbagheri Firozabadi. Donc toujours des noms qui sont très longs en Iran, souvent des noms composés dans ce pays, hein, mais qui a été vraiment impressionnant. 2,58. On l'a pas vu, hein, donc je sais même pas s'il est parti tôt, mais c'est pas forcément un concurrent d'une grande nation d'Iran, même si je sais qu'il y a des équipes continentales iraniennes, c'est quand même un pays qui est instable au niveau politique ces derniers temps. Hein, avec notamment les attaques israéliennes, donc on est quand même sur un pays où il y a eu entre les attaques israéliennes le mouvement également social important, qui donc est un pays qui est instable. Alors après, il est iranien, mais peut-être qu'il ne court pas en Iran. Peut-être qu'il est dans un pays à côté. Mais vraiment un gros chrono, donc faut le souligner. Devant, enfin juste à côté des deux Suisses hein, qui finissent 32 et 33. Donc encore une fois, du côté de la Suisse, on est parmi les derniers pays européens, les derniers concurrents européens. Donc là, c'est quand même pas exceptionnel hein, de la part des deux Suisses qu'on n'a pas vu à l'écran. Hein. Je peux même pas vous dire s'il y avait du beau matos. Mais je pense que voilà, du côté de la fédération suisse, un peu comme la fédération française, je pense qu'on n'a pas trop de soucis pour récupérer du matériel de qualité. Donc assez surprenant de voir des temps aussi lointains. Marwan Karbouchi, lui, finit 31e. Alors, le Marocain, il s'est fait une énorme frayeur dans un virage qui avait pas l'air d'être si dangereux que ça, mais je pense qu'il est arrivé très très vite. C'est un virage qui est à la fin de la descente, un virage sur la gauche, qui est un peu resserré, mais qui est pas non plus horrible. Je pense qu'il est vraiment arrivé Mach 12 dans le virage, et là il a fallu freiner. Et bah avec la roue lenticulaire, c'est pas si évident que ça, parce que vous avez tendance très vite à bloquer la roue lenticulaire qui est un petit peu plus large. Et là, il a vraiment, ça a été compliqué, mais il s'en est bien sorti quand même parce qu'il n'est pas tombé. Je pense que beaucoup de concurrents seraient tombés vu la glissade qu'il a fait. Par contre, sur la fin, c'est sûr que ça lui a fait perdre un petit peu de temps dans l'affaire, et peut-être même ça lui a pas permis de rentrer dans le top 30. Ou Tristan Hardy lui est rentré dans le top 30, donc peut-être que Carbucci lui n'a pas réussi à rentrer dans le top 100, dans le top 30 pardon, avec cette erreur. Mais belle performance, surtout qu'encore une fois, je vous disais, c'est un vélo de chrono certes, mais un vélo de chrono qui, je pense, avait bien 10 ans. Et c'est vrai que que ça soit le Maroc, hein, que ça soit le Maghreb en général, on a du mal à avoir des concurrents performants du côté du cyclisme. Alors, il y a quelques courants en continental, il y a des équipes en continental, notamment soutenues par des entreprises pétrolières.
Mais on a du mal à amener des coureurs vers le très haut niveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'Algériens qui sont en première division ou de Marocains qui sont coureurs de première division. Donc peut-être qu'avec Carbucci ou d'autres, on va commencer à créer de la densité vers le haut niveau et rattraper son retard par rapport à l'Europe, par rapport à l'Amérique du Sud ou les États-Unis, parce que ça serait bien d'avoir encore une fois une internationalisation du cyclisme et pas que l'Érythrée en Afrique ou que l'île Maurice, ça serait bien d'avoir d'autres nations également qui arrivent. Tristan Hardy, donc 30e, bien, pour le concurrent de l'île Maurice. Encore une fois, c'est vrai que les performances de Kim Lecourt vont amener aussi de la densité du côté des garçons et ça va peut-être amener du beau niveau de performance en sachant que souvent les concurrents d'Île Maurice courent aussi un petit peu en France. Il y a souvent des délégations qui vont en France dans l'année sur des courses amateurs. Donc pour aussi se montrer un petit peu, en sachant que du côté des coureurs africains, c'est Joshua Johnson qui a fait le meilleur temps, en sachant que Joshua Johnson est dans l'équipe junior de la Bora, je vous en avais parlé, c'est l'équipe Auto-Aideur, qui à une époque était la réserve, qui est maintenant l'équipe junior. Donc c'est-à-dire qu'il avait de l'équipement Specialized, très bel équipement du côté de Johnson. Donc c'est pas un chrono exceptionnel de la part de Johnson, c'est plus impressionnant ce qu'a fait Tristan Hardy. Vous voyez, il n'y a que 5 places d'écart entre les deux. Donc voilà, avec un concurrent qui pourtant est dans une équipe junior. Et puis ça veut dire quand même qu'il a mis des concurrents européens derrière lui, ce qui est une très belle performance. Parmi les performances moyennes, les Allemands, que ça soit Benedikt Benz ou Zeno Levi Winter, assez loin quand même en place. Alors c'est vrai qu'en termes de temps, ça a été une catégorie qui a été très dense au final les juniors. C'est peut-être même la catégorie la plus dense. Mais bon, les Allemands chez les juniors, on a toujours eu beaucoup de densité. Ça a toujours été une nation forte chez les juniors. Moins chez les élites, parce que souvent vous avez des concurrents qui sont performants chez les juniors et puis qui ont du mal à exprimer leur talent ensuite chez les espoirs et dans les catégories élites. C'est vrai qu'ils ont ils ont pas mal de champions du monde, même il y a encore pas si longtemps que ça en Australie. Mais parfois, entre junior et espoir élite, eux, ils ont de la perte du côté des Allemands, plus que dans d'autres nations. Et là, c'est pas foufou, quoi, pour une nation qui, encore une fois, est souvent très performante dans la catégorie. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour nos deux amis allemands, mais c'est pas une grande performance. Et Stupinian, 21e le Colombien. Alors souvent en Amérique du Sud, on arrive tard au haut niveau. Souvent dans les catégories juniors, espoir, je me rappelle, c'était Buitrago. L'avoir vu chez les juniors, Buitrago, c'était pas dingue en termes de performance. Ça arrive souvent un petit peu plus tard. Et puis la Colombie et le contre-la-montre, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour non plus. Donc voilà, il y a aussi des spécialités du côté de chaque nation. Et c'est vrai que l'Amérique du Sud, sur le chrono, il y a encore du travail à réaliser. Le deuxième français plutôt, parce que là on part par la fin. Johan Blanc, ça se dit Johan Blanc. Ouais, 20e. Alors d'un côté, tu te dis il est qu'à une 30. Dans certaines catégories, une 30, t'étais dans le top 10. Donc c'est pas si horrible que ça, on va dire en termes d'écart de temps. La place est pas exceptionnelle, mais bon. En France, on n'a jamais été spécialiste du chrono aussi, donc mais par rapport aux filles, je trouve que l'écart de performance est un peu moins inquiétant. Les filles juniors, il y a quand même 2 minutes, je crois, 2 minutes 30. Là, bon, une 30 sur 31 kilomètres, c'est pas exceptionnel. Mais il faut voir comment ils se sont entraînés. Alors je sais plus c'est lequel des deux qui est soutenu par Decathlon et l'autre qui est dans la fondation FDJ. Euh, mais bon, tu t'aperçois qu'il est à côté d'un Belge aussi, Van den Einde, pardon. Donc c'est pas très loin non plus en termes de performance, mais oui, gérer l'écart est pas catastrophique. La place est un peu moins bonne. Voilà. Dylan Sage finit 18. Dylan Sage, c'est lui qui avait la roue à bâton, des deux. C'est lui qui avait la roue à bâton. Forcément, c'était pas l'idée du siècle. On
on l'a vu dans les deux montées. La première montée, je crois qu'il a atteint une vitesse de 26 km/h ou 27 km/h. Et alors, il y a de la puissance hein, chez ce coureur, Dylan Sage. Sage, il y a de la performance, mais le matériel, c'était absolument pas ce qu'il fallait prendre. C'est le seul qui a pris roue à bâton. Hein. Roue à bâton, il y a de l'inertie dans la roue à bâton. Je pense qu'on pouvait se contenter d'une roue à rayon. Là encore, est-ce qu'on avait le matériel disponible du côté de la formation britannique? Mais forcément, il a énormément souffert sur la première partie de montée. Et puis après, derrière, sur les pavés. Alors, il s'est pas écroulé sur les pavés, hein. Mais bon, tu sentais qu'en termes de rythme, c'était compliqué. Et je pense que sur la minute 20 de perdu, oh, il y a bien 40 secondes, c'est le matériel. 40, 50 secondes, c'est le matériel. Donc tu vois qu'à 30 secondes, hop là, ça le fait rentrer dans le top 10. Il avait le rythme, hein, Dylan Sage. Tu sens qu'il y a... alors, il essaye de mettre beaucoup de braquets. Je pense qu'il manque encore un peu de puissance pour emmener ce braquet-là. Mais quand il arrivera à le faire, ça pourrait être un coureur très performant. Mais là, c'était pas le bon matériel du tout pour un chrono comme ça. Je pense que lui, sur un chrono sur le plat, ça aurait été beaucoup plus performant, Dylan Sage. Fugger, l'Allemand, l'Autrichien, pardon, 17e. C'est pas mal, parce que c'est vrai que l'Autriche, ça fait partie des nations qui ont un peu disparu. Depuis quelques temps, c'est vrai qu'il y a plus... Enfin, il y a des Autrichiens, mais des Autrichiens qui sont tête d'affiche, il n'y en a pas beaucoup hein, aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que oui, on a des Autrichiens qui sont équipiers. Großschartner, Gamper, par exemple. Hein, il n'y a que Félix Gall aujourd'hui qui est vraiment leader hein, du côté de l'Autriche. Donc ça serait bien de trouver des nouveaux talents aussi du côté de cette nation. Zanka, le Tchèque, Rigby. Je dirais que là on est à sa place dans ces coureurs-là. On n'est pas forcément sur des coureurs très costauds. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes performances. Nicolas van der Merwe, bulgare. Je crois que lui il est belge de base. Je crois que j'avais lu une histoire sur Van der Merwe, qui était en fait né en Belgique et qui a choisi la nationalité bulgare pour pouvoir participer au championnat du monde. Je crois qu'il y a eu une histoire comme ça. Si certains ont l'info, je vais regarder si je mets son nom sur Google. Est-ce que ça me donne quelque chose? Je crois... que c'était qu'il avait changé de nationalité. Mais là, on met sud-africain. Le bulgare est sud-africain. Voilà, donc je ne sais pas du côté. Mais je croyais qu'il était, qu'il y avait eu un problème avec la fédération belge. C'est peut-être un autre coureur qui a eu un problème avec la fédération belge. Mais du côté de Van der Merwe, qui doit courir, voilà. Hein, qui est un coureur voilà qui est dans les grosses épreuves du calendrier hein, voilà un budget Val-René Tour grand gabarit hein je l'ai vu je l'ai vu un mètre je sais plus un 86 un truc comme ça à cet âge-là c'est déjà énorme mais qui a été très performant je pense qu'il a souffert dans les montées mais tu vois une 7 c'est vraiment de belles perfs juste derrière Théophile Vassal le deuxième français alors vous allez me dire 12e c'est pas exceptionnel oui mais une minute de retard. Donc déjà 45 quasiment de moyenne pour Théophile Vassal. Il peut être satisfait, je pense que c'est correct. Voilà, l'écart est vraiment réduit. On voit qu'il y a une densité dans cette catégorie-là. Le podium, il fallait être dans les 8 secondes. Hein. C'est la seule catégorie où ça s'est joué vraiment à la seconde près. Donc ouais, du côté de Théophile Vassal, je pense qu'il peut être satisfait, même si c'est qu'une 12e place. Benjamin Noval, je voulais savoir si c'était de la même famille que l'autre Benjamin Noval. Eh oui, c'est son père. Voilà. On va essayer d'éviter de vous taper la pub. Mais oui, j'ai été surpris du niveau de... Je me disais bien que c'était le même Benjamin Noval, hein, qui avait le père. Moi, j'ai connu le père, je crois, coureur. Ah oui. Même nom père et fils, comme ça arrive hein, en Espagne, hein, Carlos Sainz par exemple. Mais je me disais si c'était de la même famille, parce que du côté d'Eurosport, ils en avaient pas parlé. Donc c'était bien son fils, et j'avais vu qu'il y avait un grand niveau de performance du côté de Benjamin Noval. Après, il est devenu champion d'Espagne junior, mais je pense que c'était voilà, seulement 8 km, c'était le parcours en bosse.
Donc forcément, c'est plus un profil grimpeur, Benjamin Neval, mais là, on est sur du gros talent, hein. Benjamin Neval, faudra retenir son nom dans les années à venir parce que, bah, vous voyez, hein, il va aller chez Ineos en 2027. Normalement, ça pourrait peut-être arriver avant. Mais c'est un très très grand talent, Benjamin Neval. Je pense il faudra s'en méfier beaucoup dans les années à venir. Max Gould, l'Australien, deuxième Australien qui finit 10e. Et puis les deux Italiens dans le top 10, hein, Capello et Agostinaccio. Capello intéressant. Là aussi, j'ai vu sa course, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qu'il a fait Capello, donc à suivre. Comme le Suédois aussi, Reinhold. Ça fait du bien de retrouver la Suède, hein, parce que pendant des années, on a eu Ludvigsen, et il y avait que Ludvigsen. Il y avait eu Gustav Larsson aussi, pour ceux qui se souviennent. Il y avait eu, je crois, Henrik Larsson. Et il y en avait un autre du côté des Suédois. Mais il y avait eu un trou là, hein. On n'avait plus que Tobias Ludvigsson. Il n'y avait plus personne chez les Suédois, que ce soit chez les garçons et chez les filles aussi, parce qu'à une époque, il y avait des bonnes concurrentes suédoises qui arrivaient à être performantes, notamment au championnat du monde chez les Suédoises, et tout le monde a un peu disparu. Là, ça fait du bien de revoir un petit peu la Suède, parce que c'est vrai que on a vu Söderqvist, Reinhold, ça veut dire qu'il y a un peu de suite dans les idées, et puis Reinhold, je pense qu'il lui, il aurait aimé aussi un chrono tout plat. Donc très intéressant, comme les Polonais, hein, parce que là encore, un top 10 pour Jakowiak, Jan Michal et Jakowiak, donc c'est 3 top 10 quand même dans ces catégories-là. Du côté des Polonais, c'est vraiment très très bien pour une nation qui est un petit peu en perte de vitesse. Max Heinz, le deuxième Britannique qui finit à 18 secondes, lui avec, je crois, un vrai matériel classique, pas la roue à bâton à l'avant. L'école britannique hein, de la piste, on ne l'a pas beaucoup vu, Heinz, sur le parcours. On a plus vu Maurice, Kerkov et Ashlyn Barry. C'est vrai que Heinz et on a vu aussi Beckham Drake. C'est vrai que Heinz du top 5, c'est peut-être celui qu'on a le moins vu. Mais là, c'est intéressant, 46 km/h. Lui, il doit être frustré parce que tu t'aperçois que tu échoues à 10 secondes du podium. C'est sûr que, bon, sur un parcours comme celui-là, tu te dis, ah, j'étais pas loin. J'étais pas loin, mais en même temps, t'es deux places, t'es cinquième. Non, je pense qu'il peut être satisfait de sa performance comme... Beckham Drake, oui, il y a 5 secondes. Il les a perdus dans la montée. Hein. Drake, il a pas super bien fini. Il a eu un peu du mal sur la dernière portion. Donc voilà, ça c'est pas joué à grand chose, mais je pense que c'est sur la dernière portion où il a vraiment souffert. Kerkov, bien. Non, très très bien. Alors après, on le sait, on connaît le frère. On sait qu'il y a du talent chez ces deux coureurs. Donc c'est pas une surprise. Hein. Vous savez, il y a des fratries. Je parlais Noval, c'est pour ça que je voulais vérifier parce que j'étais quasiment sûr que le père c'était la même famille, mais je voulais vérifier. Vous avez des traditions, on va dire, hein, dans le cyclisme et Kerkov. Quand vous avez un frère qui est performant, alors on peut avoir le frère qui est performant et puis être pas très bon. Je pense Nicolas Jalabert, mais souvent quand même il y a un talent parce que c'est des coureurs qui vont s'entraîner ensemble. Donc souvent quand tu t'entraînes avec ton frère aîné, t'apprends quand même des choses un peu plus vite que si t'étais le premier de la fratrie à tout découvrir. L'avantage aussi, eh bien, c'est que tu vas peut-être pouvoir rentrer dans les clubs un peu plus facilement dans un premier temps, donc être dans des équipes plus performantes qui vont permettre, eh bien, de progresser bien plus vite. Voilà, il y a des avantages à avoir un papa qui a été cycliste, il y a des avantages au niveau de la performance. Et bon, après, il faut avoir le talent derrière, hein, mais ça aide quand même un petit peu. Et du côté de Steph Van Kerkhoff, très belle perf. Je pense qu'il a un peu souffert sur la dernière partie, mais vraiment sur la remontée, je pense qu'il a souffert à Van Kerkhoff. Ashlyn Barry, moi je l'ai vraiment trouvé très fort sur la dernière partie. Je trouve qu'il a été extrêmement costaud, Ashlyn Barry. Lui, il va falloir retenir son nom, l'américain. Je crois c'est lui qui est chez Agence Berman, déjà. Non, il est chez Visma l'an prochain. Je croyais qu'il était déjà chez... ou c'est un qui était en... C'était peut-être... Ouais, je pense que c'était un qui était en U23, qui était déjà chez Agence Berman Axean. Mais Ashton Barry, non, c'est du costaud, c'est du solide. Si Visma, de toute manière,
l'a ciblé. C'est que Visma, normalement, ils se plantent pas, hein, chez les jeunes coureurs. Normalement, ils savent repérer les jeunes talents. Du côté d'Aisling Barry, très très grosse fin de course, très costaud sur la dernière partie, dans la montée finale, là, dans la remontée. Vraiment, il avait énormément de rythme. C'est même ça qui fait la différence avec Van Kerkhove. C'est que sur la dernière partie, il remet du rythme. C'est le seul qui arrive à remettre du rythme à ce niveau-là, sur la dernière portion. Et puis je termine avec Michel Maurice. Je connaissais déjà son nom. En sachant que je ne suis pas énormément le calendrier espoir et le calendrier junior. Si je connais déjà le nom d'un coureur, c'est souvent bon signe pour lui. Ça veut dire que c'est un craquito. Voilà, le voir champion du chrono, on sait que sur le chrono, on l'avait vu l'an dernier avec la course de Zurich. Il n'y a pas encore de purs spécialistes du chrono à cet âge-là, normalement. Il y a des coureurs qui ont un peu plus de qualité sur le contre-la-montre, mais il n'y a pas encore de purs spécialistes. Donc ceux qui ont un temps d'avance sur leurs petits camarades, ça se voit tout de suite. Et là, Michel Maurice, on sait que c'est un gros talent du côté des juniors. Donc pas surpris qu'il soit champion du monde parce que c'était l'un des rares noms que je connaissais avec Noval, parce que Noval, j'en avais entendu parler de l'espagnol. C'est pour ça que je voulais vérifier, mais les Français, par exemple, j'en avais pas entendu beaucoup parler. Lui, j'en avais déjà entendu énormément parler de Michel Maurice, et de le voir champion du monde, c'est pas une surprise. Ça s'est quand même pas joué à grand chose, hein. Ça a été assez chaud sur la fin, quand tu vois Barry et Kerkhove, ils sont vraiment pas loin. Ça a été une catégorie très serrée, mais bon, on sait que c'est du grand talent pour le futur. Après, on verra s'il arrivera à faire le doublé avec la course en ligne. Mais lui, il n'est pas déjà repéré. Non, il n'est pas encore repéré par une grosse équipe. Mais oui, j'en avais entendu parler. Il y a eu déjà des résultats pas mal sur la première partie de saison. Donc voilà, Paris-Roubaix Junior notamment. Donc je pense que voilà, sur un parcours comme ça qui ne devait pas en plus tant l'arranger que ça, tant le favoriser que ça, c'est quand même intéressant là aussi pour le futur du côté de ce coureur néerlandais. Eh bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve demain pour les espoirs dames. Il n'y aura qu'une seule course demain, hein, espoirs dames. Il y aura aussi comment on appelle, le congrès de l'UCI. Donc il y aura peut-être des informations sur certaines choses. Il y aura peut-être des lois qui seront votées, des changements dans le règlement qui seront votés lors du congrès de l'UCI. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc nous, on se retrouve demain pour la course des espoirs dames. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.